savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Ouais, on poursuit cette discussion sur cette affaire-là, le meurtre de Yannick Dalcourt qui revient dans l'actualité après 10 ans. Le suspect qui avait été là, tout d'abord là, suspecté, on le dit bien, il y a 10 ans de ça. La police disait avoir une seule personne qu'on l'avait questionné, longuement interrogé, plus qu'une fois si je me trompe pas. Et qui revient finalement aujourd'hui pour être formellement accusé. En fait, ma compréhension, c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu d'autres accusés, personnes suspectées. Probablement qu'on a interrogé un paquet de gens témoins là, de loin, mais ça a toujours été lui qui a été dans la mire. Puis finalement, c'est lui qui a été accusé qui a été arrêté hier soir. Oui, c'est ce qui laisse penser aussi qu'il y aurait peut-être eu plutôt des problèmes de procédure, là, parce que 2 fois, on a amené le dossier au DPCP. Là, je rappelle les faits. Tout ça survient le 21 octobre 2014. La jeune femme, Yannick Dalcourt, 23 ans, revient chez elle du travail en vélo sur une piste cyclable, se fait sauvagement battre à coups de barre de fer, un meurtre crapuleux qui semble complètement gratuit, qui a vraiment ébranlé là, un peu partout les gens au Québec. Mais c'est surtout par la suite un appel, là, un individu de 26 ans, qui est celui qui est accusé désormais aujourd'hui, Michael McDuff-Jalbert, qui appelle les policiers en disant qu'il vient de trouver un corps sur la piste cyclable. Et là, on se comprend. Et qu'il a, lui-même, il dit avoir voulu comme prodiguer, je sais pas si on peut appeler ça, des premiers soins, mais donc a touché au corps, donc a du sang sur les mains, mais explicable par sa version, il a appelé le 911 et il a dit être intervenu. Donc son ADN sur le corps, le sang de la victime sur ses mains, tout s'explique par son intervention avoué, là. Oui, mais rapidement, très rapidement, à ce moment-là, les enquêteurs, tout de suite, braquent leur regard sur McDuff-Jalbert en se disant que ça doit être lui le principal suspect dans cette affaire-là. Donc, vont prendre tout le dossier, l'emmènent au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP au Québec. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Quand la police, les policiers, les enquêteurs ont assez de preuves, ils amènent ça au DPCP. Puis c'est le DPCP, après ça, qui, eux, décident si oui, on est capable de porter des accusations. Et ils nous rappellent toujours leurs critères. Le DPCP regarde le dossier, la qualité de la preuve, et dit, est-ce que j'ai une chance sérieuse, là, forte, d'obtenir une condamnation avec ça, de convaincre un juge ou un jury, de dire, voici, là, j'ai une preuve entre les mains que le crime a été commis. Et quand on n'a pas ça, le DPCP abandonne pas le dossier, mais on le remet à la police en disant, écoutez, retournez faire vos devoirs. Il manque des morceaux au casse-tête, dans la chaîne des événements, il y a des vides qui font qu'on n'obtiendra pas de condamnation. Là. Voilà, et donc en 2014, une première fois, on amène ça au DPCP, le DPCP refuse, dit qu'il n'y a pas assez de jus là-dedans pour porter une accusation. 1 an s'écoule par la suite. À l'automne 2015, on retourne le dossier au DPCP. Même résultat, disent qu'on peut pas porter d'accusation avec un dossier comme celui-là. Là. Ce qui laisse présupposer, comme je disais, qu'il y a eu des problèmes dans l'enquête qui font en sorte qu'on n'est pas capable de porter des accusations plus que d'identifier l'assassin. Parce qu'à ce moment-là, déjà, tous les yeux sont portés sur le suspect de M. McDuff-Jalbert dans cette histoire-là. Donc, la police, depuis 10 ans, garde l'œil sur cet homme-là. Et aujourd'hui, il est âgé de 35 ans. Et c'est pas meurtre 2e degré, Mario, c'est meurtre 1er degré, donc il a été arrêté hier soir. Il y a eu la visite de la police. Il a été arrêté hier soir. Il a comparu meurtre 1er, cet avant-midi, au palais de justice de Longueuil, en présence du père et de la mère de Yannick Dalcourt, là, qui avaient été, je sais pas si c'est hier soir ou ce matin tôt, mais avaient été avertis là, de l'arrestation par les policiers enquêteurs et se sont présentés au palais de justice. Ouais, puis ils ont témoigné en sortie de la salle d'audience là, en disant qu'ils sont certainement soulagés en partie. Là, ça les aide dans leur deuil de savoir que la personne qui a commis le crime va finalement payer pour ce crime, là, du moins on espère, là, à l'issue de ce procès. Ils ont remercié aussi le service de police de l'agglomération de Longueuil. Oui, parce qu'il y a quelques années, il y a 9-10 ans, là, ils avaient émis des doutes ou des inquiétudes. C'est pas... Parce que personne n'a mis en question la détermination du service de police de la ville de Longueuil à résoudre le crime. C'est la gestion de la scène de crime. Là. Oui. On a un peu rapidement, à l'époque, levé la scène de crime, laissé rentrer d'autres gens. Or,
À partir du moment où tout un chacun se promène sur la scène de crime, ça contamine la scène. Ben oui, puis ça fait que si tu retrouvais un objet à terre ou tu retrouvais quelque chose à terre, ben là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est lié au crime ou ça peut être amené après, là, tu sais, c'est ça là, qui était l'enjeu. Et je me souviens, la police était revenue, avait refermé la scène de crime, l'avait rouvert, il était venu des émondeurs qui avaient coupé des branches, des feuilles, je sais pas quoi. Là, on avait refermé. Donc là, tu dis, OK, tu refermes la scène de crime, il y a du monde qui ont travaillé entre-temps avec ça, vient tout contaminer. Et ça avait été pour la police de Longueuil, disons que ils n'ont jamais été publiquement blâmés, mais il y avait comme des points d'interrogation là, au-dessus de l'enquête. Ils doivent être eux aussi. Si on dit que la famille est soulagée, j'ai l'impression que le service de police de la ville de Longueuil doit être aussi soulagé de résoudre ce meurtre crapuleux survenu sur leur territoire. Ouais, puis surtout qu'on puisse enfin porter des accusations là, de ce côté-là. J'ai hâte au reste du procès, Mario. Oui, mais là, on va savoir la preuve. On va savoir, parce que là, on nous parle de mécanismes scientifiques, de mécanismes d'enquête, là, caractère scientifique qui ont permis, est-ce que c'est des nouvelles analyses d'ADN plus poussées? Est-ce que, on risque d'en savoir davantage là, au moment de la divulgation de la preuve au procès. Tout savoir en 24 minutes. Toujours dans les affaires judiciaires, mais cette fois-ci au niveau du campement pro-palestinien de McGill. C'est la demande d'injonction de l'université qui a été rejetée aujourd'hui en cour supérieure. Là. Donc, ils ont échoué du côté de l'administration universitaire à faire valoir l'urgence de la situation. Parce que c'est là-dessus que ça se joue. Là. D'un côté... C'est le principe d'une injonction. Oui. Une injonction ne t'amène pas à un jugement total et complet sur le fond de l'affaire. Est-ce qu'ils ont droit d'être là? L'injonction, c'est que tu demandes à la Cour d'agir en toute urgence pour faire cesser une situation là, que tu juges là, qui est inacceptable, donc qui doit d'urgence être résolue. Et le juge a dit, il y a des questions de droit intéressantes là, sur le droit de propriété versus le droit de la liberté d'expression, le droit de manifester. Mais il y a pas l'urgence n'est pas prouvée. Moi, lui dit que c'est des questions complexes, que ça mériterait qu'on se penche là-dessus, qu'il y ait des débats qui soient entendus, peut-être même devant la cour, à savoir, c'est ça là, tu sais. OK, c'est une propriété privée, mais OK, ils ont le droit de manifester. Donc, qu'est-ce qui prime dans cette situation-ci? Le problème, c'est le sentiment d'urgence, et ça, on n'a pas réussi à démontrer qu'il y a sentiment d'urgence. Surtout que l'université, elle, dit que il y a des pépins autant là au niveau de la santé publique que de la sécurité pour les manifestants, pour les gens qui sont autour. Or, jusqu'ici, il n'y a pas d'incident violent, sérieux, qui a été rapporté autour du campement à McGill. Et donc, le juge, notant tout ça, a dit non, il n'y a pas d'urgence d'agir. Victoire, donc, pour les manifestants là, qui veulent encore rester, qui ont encore des demandes aussi qui sont plus claires là, que celles d'un autre campement, celui de l'UQAM, oui, où tous les clôtures appartiennent à la terre et où on veut qu'il y ait plus de transparence tout en restant masqué quand on parle du campement. Bref, du côté de McGill, on veut que l'université coupe ses liens financiers avec Israël. Fait au-dessus de 2 semaines qu'ils sont là, ont aucune intention de rester, puis commencent à s'installer de manière de plus en plus permanente. Mario, on n'a toujours pas vu les fameux saunas qu'il y avait eu, par exemple, pour le convoi de la liberté quand on s'installait. Mais là, aujourd'hui, pour le campement, là, c'est une corroboration, parce que c'est un peu le quitte-double que joue l'université. Jusqu'à aujourd'hui, l'université pouvait toujours prétendre qu'ils étaient là illégalement. Là, ils sont encore là illégalement. Mais t'as perdu dans ta demande d'injonction, donc tu viens finalement, c'est un peu un quitte-double que joue l'université, et en le perdant, ils viennent de peu confirmer contre leur volonté, mais l'université a elle-même, via le tribunal, confirmé le droit des manifestants d'être là. Oui, puis du côté du juge, c'est un peu ironique quand même là, pour l'université peut-être, parce qu'il expliquait que ce qui aurait pu, là, le seul événement qui aurait pu justifier une intervention urgente, c'est la collation des grades. Ça a lieu à la fin du mois. Le problème, c'est que McGill a déjà dit qu'ils avaient une voie alternative, un autre endroit, qu'elle allait le faire ailleurs. Donc, s'il n'avait pas dit ça, il y aurait eu un cas devant la cour pour être capable de bouger les manifestants de là. Donc, douce ironie peut-être, mais pour les gens du campement, une belle victoire aujourd'hui. Tout savoir en 24 minutes. Triste nouvelle dans le monde politique qui est tombé là, il y a quelques instants. L'homme politique de Louisville, Yvon Picotte, 83 ans, est décédé aujourd'hui. Un homme politique que tu as connu, Mario? Que j'ai très, très bien connu, Yvon Picotte, qui était vraiment, d'abord en politique en Mauricie, un monument, qui a été le ministre régional sous Robert Bourassa. Lui avait été élu quand même assez jeune. Il est arrivé en politique assez jeune, dans les années 70. A connu l'époque, d'abord, l'époque de l'opposition, là,
toutes les années de René Lévesque, quand le Parti libéral est reparti de loin. Et là, après ça, avait participé au retour de Robert Bourassa. Ouais. A fait le référendum pour le non, le référendum de 80 dans le camp du non. Et avait été, je fais la petite histoire, avait été un de ceux qui avait été là en rupture. Tu sais, Claude Ryan était chef du Parti libéral, chef du camp du non du Parti libéral à l'époque, et avait pas été perçu par tous comme un très bon chef pour le PLQ. Yvon Picotte là était un de ceux qui avait souhaité le retour, le départ de Claude Ryan, le retour de Robert Bourassa. Et donc, je dis ça, c'est l'introduction à dire que quand Robert Bourassa est revenu en 1985, là, Yvon Picotte est devenu... Je m'étais un intellectuel, c'était un politicien de terrain, assez drôle, apprécier les citoyens, une grosse voix, appuyer des citoyens, mais il était devenu une des personnalités de confiance autour de Robert Bourassa, a été ministre de l'Agriculture, a été ministre des Régions. Ouais, c'est beaucoup, je regardais la liste des ministères là, qu'il a occupé, puis c'est quand même quelque chose, là. Il a été whip adjoint quand il était dans l'opposition officielle, mais après ça, c'est ministre du loisir, de la chasse, de la pêche, il a été délégué aux pêcheries après ça, aux affaires municipales, agriculture, pêcherie à nouveau, alimentation, affaires régionales. Bref, il y en a coiffé des chapeaux, pas à peu près. Puis, il a fait un petit tour dans un autre parti aussi. Il a fait un petit tour à l'ADQ ensuite, effectivement, déçu du Parti libéral par la suite. Jamais été candidat, jamais été conseiller, participant à des assemblées. A été dans le parti, dans des rôles militants dans le parti, président du parti. Jamais été candidat ou député, était plus de toute façon à l'étape de sa carrière ou à l'âge, il voulait se présenter aux élections. Mais oui, a été un joueur militant à l'intérieur du parti. Il est revenu dans les dernières années aussi, ça vaut la peine de le souligner. 2020, il a fait une toute petite sortie, était revenu dans l'arène politique très rapidement pour soutenir Dominique Anglade, qui se présentait à la chefferie du Parti libéral du Québec. C'était la dernière fois qu'on l'avait vu actif de ce côté-là. À sa famille, à ses proches, nos plus sincères condoléances. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Dans les affaires criminelles, on a eu du nouveau là, dans la dernière heure, des arrestations qui sont survenues à la suite d'un incident cette nuit. Incident criminel, puis là on n'est pas dans le trafic de drogue, Mario, c'est quand même intéressant. On est dans les réseaux de vol de voitures à Montréal. On le sait, c'est un fléau, frappe la métropole, frappe Toronto, partout au Canada. Mais là, on a des commerces qui appartiennent, dont un restaurant, à un homme qui est vraiment là, dans la mire du crime organisé. Monsieur Ali Chaban, 35 ans, on considère là, que c'est un membre important d'un réseau, puis pas un petit, là, international de vol et d'exportation à la fois d'autos de luxe, mais aussi de pièces de voitures. Tu sais, quand on parle de pièces d'auto qui sont volées et autres, mais ça aussi, ça fait partie de cet énorme trafic de pièces qui a lieu. Et là, dans la nuit là, d'hier à aujourd'hui, de mardi à mercredi, 2h du matin, il y a 3 cocktails Molotov qui ont été lancés devant des commerces là, tout près de son restaurant qu'il possède, le Antica Resto Lounge à Laval. Et là, incendie criminel qui s'est déclaré. Il y a une boutique Mondou puis un Second Cup à côté aussi qui ont été visés par les flammes. Mais c'est ça quand même. Tu sais, on est à un moment où on dit le vol de véhicules, c'est ce qui est le plus important. C'est comme si les journalistes aujourd'hui parlent de cet individu-là en racontant un peu son rôle dans le vol de véhicules. Je sais pas, les services d'enquête, les services policiers, est-ce qu'on est sur le cas du monsieur? Je suppose que oui. Bon, on suppose que oui, là. Parce qu'il semble emmener large, là. Ouais, là, il y a tout le monde sait ça, là. C'est ça. Ça fait c'est comme dans Mafia, j'imagine, dans la distribution de stupéfiants. T'sais, on sait qui ils sont, puis des fois ça prend beaucoup de preuves là, pour être capable de les arrêter. Puis quand la police se met à dire publiquement que ces gens-là sont dans leur mire, c'est quand même pour mettre un peu de pression. Et là, il y a 2 individus qui sont arrêtés. On connaît pas l'identité pour l'instant des 2, mais encore une fois, une marque classique là, du vol de voiture, Mario. Un des 2 jeunes qui a participé au cocktail Molotov est un mineur. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Et là, on a M. Chaban, lui, c'est pas la première fois là, qu'il est visé par des attaques. Il faut comprendre, 9 février dernier, il est dans son luxueux VUS Mercedes, est à Laval, se fait cribler son véhicule d'une 12aine de coups de feu, survit miraculeusement à l'attaque, blessure légère au bras. La semaine d'après, il y a des balles, encore une fois, de fort calibre qui transpercent la vitrine d'entrée de son restaurant Antica Resto Lounge, le même qui a été visé par les cocktails Molotov. Il y avait un jeune homme de 27 ans qui avait été arrêté autour de tout ça. Donc, tu sais, quand on dit, OK, le vol d'auto, pas un crime nécessairement violent, finalement, on voit qu'il y a des attaques puis des attentats comme ceux-là qui se multiplient, qui sont presque identiques, on va le dire, à d'autres milieux criminalisés, Mario, que le vol d'auto. Donc, hâte de voir là, ce qui va se passer autour de tout ça. On devrait avoir l'identité là, des 2 hommes qui ont été arrêtés incessamment. Actualité.
Sinon, c'est un classique à l'approche du 1er juillet. Puis je dis un classique, je dis ça avec beaucoup de tristesse. Des histoires de locataires qui se font mettre de la pression pas mal par leurs propriétaires. Puis des fois, c'est une pression, Mario, qu'on pourrait nommer passive. Hein? C'est-à-dire que le propriétaire peut faire des moyens actifs pour nuire, pour évictions déranger, proactives. Là. Ou de juste rien faire. Puis quand un bâtiment prend de l'âge, puis il y a des problèmes, rien faire, ça devient une action assez hostile, merci. C'est des locataires de Saint-Léonard, entre autres, qui ont été visités par nos collègues du Journal de Montréal. Un immeuble, là, Mme Sheila Burgos, qui est aussi venue à l'épisode de Yasmine Abdel-Fadel plus tôt aujourd'hui, expliquer à quel point, il y a un trou béant dans la toiture de l'immeuble dans lequel elle habite. Là. Il y a des vents violents qui, en avril, ont arraché des gros morceaux là, de la toiture, mais qui n'a jamais été remplacé. Là. Bref, au-dessus de son logement, il y a un trou dans le plafond. Il y a un trou qui n'est jamais réparé par les nouveaux propriétaires qui ont pris possession du bâtiment là, il y a quelques temps de ça. Puis c'est tous les autres locataires ou presque là, qui font des témoignages similaires. Au rez-de-chaussée, là, on parle de système de chauffage qui fonctionne pas, qu'on a dû réparer par nous-mêmes. Un autre chauffage, là, un calorifère qui fonctionne pas depuis 2019. De l'humidité incessante qui donne des bronchites à certains résidents. Un gros trou dans un plafond de salle de bain qui est là depuis 6 mois. On se comprend. C'est des problèmes qui font juste rester. Puis en ne faisant rien, en venant pas faire le devoir là, d'être un propriétaire de bâtiment comme ça fait en sorte que les gens veulent partir. Et là, eux accusent des propriétaires qui nient absolument ça, mais de vouloir les sacrer à la porte. Parce que là, vient le dossier du loyer qui est payé. C'est des gens qui sont, pour certains, depuis 20 ans, 15 ans. On paye des loyers très bas par rapport au marché, dû au fait qu'ils ont renouvelé toujours le même bail. Là. Exactement. On est à 705 $ de loyer, par exemple, là, pour un des appartements. 705 $ pour ceux qui cherchent des apparts à Montréal en ce moment. Ça se peut plus, là. Ça se peut plus. C'est impossible. Un trou à ras, ça va être 900 $. Là. Ça va pas être 700 du tout. Là, ça pourrait se louer, on dit, autour de 1400 $, cet endroit-là où ils habitent. Donc, là. lui, il demanderait pas mieux que de voir partir ces gens-là, rénover un peu, puis louer beaucoup plus cher. Voilà. Ce qui fait en sorte que, en attendant, on rénove pas pantoute. Même qu'il y ait des problèmes ou des trous dans le toit. On épuise pas, on écœure le résident présentement. Voilà. Et malheureusement, ça, c'est un pattern qui se répète, malheureusement, là, à chaque année un peu. En voici une autre preuve là, colligée par nos collègues du journal. Économie. C'est en grande pompe aujourd'hui à côté de l'Aquarium de Québec et avec en belle toile de fond le pont de Québec lui-même qu'on a annoncé officiellement ce qui avait été bruité plus tôt dans la semaine, c'est-à-dire que le gouvernement du Canada va reprendre le pont de Québec pour le dollar symbolique donné au CN, le Canadien national, qui possédait déjà le pont depuis 93. Après, je sais plus combien d'années de négociations entre le fédéral et le CN et le gouvernement du Québec aussi, négociations qui portaient pas sur le 1 $, là, sur le prix à payer. Ça, c'était comme la logique de l'affaire, c'est comme le CN allait redonner le pont au gouvernement. La négociation portait sur qui va payer quoi et pendant quelle période. Comme là, ils se sont entendus sur 1 milliard pour les 25 prochaines années. Le fédéral qui paye la plus grande partie, qui paye 600 millions, une partie du ministère des Transports du Québec, une partie le CN. Mais c'est vraiment cette négociation parce que il y a de l'entretien, il y a de la peinture, il y a de la solidification, de la structure, il y a toutes sortes de travaux. Là. C'est un pont centenaire. Hein? Quand on le voit de loin, le pont de Québec, ça paraît. Hein? Il y a des ouvrages qu'on... oui, c'est vieux. Celui-là, on le sait qu'il est centenaire quand on le regarde. Il est vieux puis il est rouillé. C'est particulièrement ça qui attire l'œil. D'ailleurs, une bonne partie là, du magot qui va être donné va servir justement à aller repeinturer l'entièreté du pont de Québec. Mais est-ce que tu as vu, pour les gens qui sont soucieux d'esthétique? Oui. Le ministre, puis c'est pas un reproche que je fais, là, c'est bien logique, mais le ministre Jean-Yves Duclos a été très clair que la peinture qui va être mise en premier, c'est la peinture protectrice des structures. Parce qu'évidemment, la peinture a deux fonctions. L'esthétique, c'est plus beau un pont peinture repeint, tu sais, mais elle a aussi une fonction de protéger l'acier. Alors, les premières pièces qu'on va protéger, c'est les pièces non remplaçables. Il y a certaines parties de la structure qu'on qualifie de non remplaçables. On se comprend, il y a des morceaux sur un pont, tu peux pas les enlever sans que ça sacle le camp. Donc là, c'est ceux-là qu'on va aller repeindre en premier. Puis après ça, les autres pour des motifs de protection. Puis en dernier, ce qui ne relève que de l'esthétique.
Et le an dernier, là, les 3 étapes que je viens de mentionner, c'est pas en juillet, on fait un en août, l'autre, puis l'autre en septembre. C'est sur des années, je dirais quasiment des décennies, là. Oui, ça va être long. Ouais, Attendez-vous pas à ce que le pont devienne magnifique demain matin, là. Des années et des années avant de dire que tout va être repeint. Je peux même pas te dire, je sais pas si la question a été posée à la conférence de presse, mais quand je les écoutais parler, faire leur présentation, tu te dis, OK, ça va être repeint, je sais pas, peut-être en 2030, 2040, je sais plus trop. Mais d'ici là, Mario, il y a plein d'autres projets qui sont sur la table. Oui. On veut le rendre aussi plus accessible pour les touristes qui veulent venir voir le pont, là, même s'il n'est pas complètement peinturé encore, pour les cyclistes, les piétons, pour qu'il y ait une meilleure accessibilité au pont. On aimerait aussi faire de l'illumination périodique, là. On sait que c'est... On peut en rire, mais c'est devenu quand même une fierté puis une beauté, là, le pont... Pont Champlain, je pense que... Non, c'est que tout devient possible. Tout était paralysé parce que là, il appartenait au CN, puis tout ça. Là, tout à coup, les options deviennent disponibles. Tout devient possible pour le pont, mais tout devient possible avec des piastres. Là. Oui, c'est ça l'affaire. Là. C'est ça l'affaire. Le Monde. Un événement qui a secoué le monde entier aujourd'hui, alors que le premier ministre de la Slovaquie, Robert Fico, s'est fait canardé, là, c'est le cas de le dire, a reçu plusieurs balles, une fusillade là, qui est arrivée, et des images qui ont fait le tour du monde, là, où on le voit être littéralement là, soulevé de terre par, on se comprend, ces gardes du corps qui l'engouffrent. Pitché dans le véhicule, à la fois pour le protéger, puis bon, l'amener en sécurité. Ouais, l'amener en sécurité, et là, on dit qu'il repose entre la vie et la mort. À 59 ans, là, cet homme politique qu'on a dû transporter d'urgence là, pour une intervention, on l'a acheminé par hélicoptère là, pour l'opérer d'urgence. Il était dans une ville de région, un peu comme si le gouvernement ici faisait, je sais pas moi, une espèce de retraite fermée là, à Drummondville ou à Victoriaville. Il était, on dit, dans le centre du pays, dans une petite ville. Andlova, qui est dans le centre de la Slovaquie. Exactement. Oui. Et là, il était devant la porte de l'édifice où avait lieu la rencontre gouvernementale. Et on dit des balles à la jambe, au bras et au thorax. Ouais. Le thorax, là, l'abdomen, là, c'est ça que c'est plus sensible. Et ouais. Il est opéré entre la vie et la mort. Là, on dit, selon certains médias locaux, que le suspect serait un écrivain de 71 ans qui lui aurait tiré dessus. Après ça, reste à voir quelle motivation là, ont amené tout ça. Là. Mais c'est un personnage, on s'entend, c'est un personnage pas reposant. Là. C'est un admirateur de Vladimir Poutine. Absolument, qui a remis en doute la souveraineté de l'Ukraine, un ancien membre du Parti communiste, qui s'est opposé aussi aux sanctions contre la Russie. Sa coalition gouvernementale a adopté des projets de loi un peu controversé sur la radio et la télévision. Il accusait les médias de manquer d'objectivité, donc l'État s'est ingéré dans les médias, ce qui fait évidemment sourciller à peu près tout le monde autour. Mais bref, qu'il soit reposant ou pas, non, on verra. Ouais. Ça reste quand même un attentat politique qui a été dénoncé là, massivement autour du globe aujourd'hui. Le Monde. Et en France, on continue de mobiliser des effectifs de police là, partout en France, mais aussi en Europe, pour essayer d'attraper Mohamed Amra, alias Lamouche, cet homme qui s'est évadé hier mardi dans vraiment une évasion digne des films, Mario, là, de gangstérisme, où on a des agents, là, 2 agents correctionnels qui ont été abattus et tués malheureusement, alors qu'on a là, vraiment un fourgon dans lequel on transporte ce multirécidiviste criminel dangereux. Puis c'était même l'avant-dernier niveau de protection. Là. On dit niveau 3, escorte renforcée autour de l'homme. Et là, le camion dans lequel il était transporté se fait frapper directement par un véhicule. Et là, il y a des hommes armés de fusils automatiques qui sortent en avant, en arrière, se mettent à cribler le véhicule de balles, tuent 2 agents. Vraiment, là, comme je dis, c'est une scène de film là, qui s'est passée. Et depuis, on a pris la poudre d'escampette. Et là, même Interpol est sur le dossier. On a émis une alerte rouge toute la journée. On parle juste dans la région de 450 gendarmes qui sont mobilisés. Puis les hélicoptères, les chiens, les véhicules, là, on a mis tout le paquet vraiment pour retrouver cet homme-là. Sauf qu'il peut être rendu relativement loin. Là. C'est comme lui avait des ressources visiblement. Il y avait des gens qui travaillaient pour lui. Alors, quand c'est toi qui crée la surprise, là, tu pars avec un avantage là, dès les premières minutes. Alors, je sais pas, peut-être que les autres avaient un plan pour l'éloigner le plus vite possible des lieux de l'évasion. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.